effectivement, je vais essayer de vous parler du rôle du stress dans la prévention des cancers, avec donc d'abord un petit point sur qu'est-ce que c'est le cancer, quelle est un petit peu la prévalence dans le monde, dans la France, donc essayer d'avoir un petit panorama comme cela. Et ensuite, on va parler des études qui ont été faites sur essayer de répondre à cette question, qui est une question finalement qui n'est pas nouvelle, hein, qui effectivement, déjà dans l'Antiquité, on supposait que certaines femmes qui pouvaient avoir des traits de personnalité mélancoliques, qui, semblerait-il, auraient plus de risques de développer un cancer du sein. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment des hypothèses finalement très anciennes. Et les chercheurs se sont bien entendu emparés aussi de ce sujet pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que le stress peut avoir un lien dans l'apparition des cancers ou au contraire pas du tout? Donc, juste un petit point sur le cancer. C'est vrai qu'on dit le cancer, mais en fait il faudrait dire les cancers puisque ça regroupe un ensemble de pathologies en fait très différentes. Il y a à peu près 120 maladies. Et en fait, cette pathologie va être différente en fonction de l'organe qui est touché. Donc c'est ça qui permet de différencier les cancers. Le point commun, c'est en fait le fait qu'il y ait une multiplication anarchique de cellules qui, au départ, étaient des cellules normales. Et puis ensuite, il va y avoir une lésion de l'ADN et ces cellules vont devenir anormales. Et la particularité de ces cellules, on va le voir par la suite, c'est qu'elles vont envahir les tissus voisins en les détruisant. En fait, un cancer, si on n'avait pas de limite corporelle, on pourrait très bien vivre avec un cancer. Et beaucoup de gens, en fait, au départ, vont vivre avec cette pathologie sans le savoir, puisque tant que ça ne détruit pas ou ne touche pas des organes vitaux voisins, on peut effectivement très bien vivre sans avoir de symptômes en particulier. Donc là, le problème en fait du cancer, c'est que petit à petit, il va évidemment progresser et il va prendre la place de cellules normales et il va venir comprimer certains organes, ce qui peut amener des douleurs et bien sûr affecter certaines fonctions, et en particulier des fonctions vitales. Donc la particularité, c'est pour ça qu'on appelle ça le cancer, c'est que le point commun, c'est cette multiplication anarchique de ces cellules, le fait que ça va envahir les tissus voisins et qu'ensuite on peut avoir donc une migration à distance, c'est-à-dire que ces cellules qui étaient au départ bien identifiées comme étant par exemple une cellule du foie, va devenir indifférenciée et va pouvoir ensuite se fixer sur d'autres organes. Donc il va y avoir cette migration à distance que vous connaissez certainement sous le nom de métastase. Donc comment ça se passe la genèse d'un cancer? C'est important puisque la question qu'on essaie de répondre, c'est de savoir est-ce que le stress peut avoir un impact dans l'apparition d'un cancer. Donc comment le stress pourrait agir et à quel niveau? En fait, on a trois phases dans la genèse d'un cancer. On a d'abord l'initiation, la phase d'initiation, qui est en fait le fait qu'il y ait une lésion rapide et irréversible de l'ADN. Donc ça aussi, évidemment, c'est le problème de ces cellules, c'est qu'elles ne peuvent plus redevenir comme avant. Donc leur programmation, leur code génétique est en fait modifié, donc cet ADN est modifié. Pourquoi? On verra qu'effectivement il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça, mais il faut savoir qu'on n'est pas encore toujours très au point sur le facteur, qu'est-ce qui fait qu'on a une lésion rapide de l'ADN de cette cellule. Ensuite on a la promotion, c'est-à-dire le fait que cette cellule soit exposée de façon prolongée et répétée à une substance, par exemple, comme quelle substance, donc, à votre avis, peut entretenir et stabiliser donc, cette lésion, c'est-à-dire cette cellule? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi une cellule qui était au départ normale va devenir anormale? Vous avez une idée ou pas du tout? Quelles sont les substances, quels sont les facteurs qui pourraient être associés au cancer? On va voir le stress, évidemment, on va essayer de répondre à cette question-là, mais il y a des facteurs qui sont assez bien identifiés aujourd'hui. Quelle substance qu'on connaît quand même assez bien et qui touche un nombre assez important de notre population, en particulier la population jeune. Je regarde les quelques jeunes qui sont... On a les fumeurs, on a effectivement tout à fait le tabac. Et on sait très bien que la nicotine, en fait, a un effet au niveau des cellules et donc va être dans cette phase d'initiation, c'est-à-dire que va abîmer certaines cellules et va aussi participer à la deuxième phase qui est à cette phase de promotion, c'est-à-dire le fumeur va continuer à fumer et donc va continuer à exposer son corps à la nicotine et on est donc tout à fait dans le cas où c'est une exposition prolongée et donc qui va durer dans le temps. Et enfin on a la troisième phase qui est la phase de progression
C'est-à-dire que c'est souvent à cette phase-là, évidemment, qu'on fait un diagnostic, c'est-à-dire que là, on a donc la cellule qui devient incontrôlable, donc elle va se multiplier, elle va acquérir de l'indépendance, c'est-à-dire qu'elle va perdre sa spécificité. C'était une cellule du foie, mais après ça peut devenir une cellule de n'importe quoi. Donc ensuite, elle va pouvoir envahir de façon locale. D'abord, évidemment, elle va d'abord se développer et créer une tumeur, et ensuite elle va essaimer au niveau métastatique. Donc ces trois phases, c'est ce qui va faire que progressivement un cancer va se développer. À votre avis, ça dure à peu près combien de temps ces phases? Alors pour une cellule, et puis de façon plus globale, pour arriver à une tumeur qui puisse être diagnostiquée? 2 ans, alors 2 ans, vous êtes loin du compte. Plusieurs années. Plusieurs années. À peu près combien? 5 ans? 10 ans. Oui, on pense on est même au-delà de 20, 25 ans. Alors on le sait par exemple suite à des accidents nucléaires, notamment alors, il y a eu la bombe d'Hiroshima, où on a assisté à vraiment des cas de cancer très importants au-delà de 20-25 ans. À partir du moment où les gens ont été exposés, il faut effectivement, c'est évidemment variable d'un sujet à un autre, mais globalement, en fait, ça prend des années et des années. Donc c'est aussi pour ça que vous allez voir par la suite qu'on a des cas de cancer chez des sujets jeunes, chez des enfants, mais la plupart du temps, ça arrive à des personnes qui sont déjà relativement âgées. Mais on va revenir là-dessus. Alors, si on regarde dans le monde, le cancer, où est-ce qu'il se situe par rapport à l'ensemble des maladies? Bon, c'est en anglais, hein, mais je pense que ça ne vous pose pas de problème. Donc, on a tout en haut les maladies cardiovasculaires. C'est en fait la principale cause de décès dans le monde. Donc vous avez la répartition homme-femme, donc 31,5% pour les femmes et 26,8% pour les hommes, donc ça c'est dans le monde entier. Ensuite on a les maladies infectieuses et parasitaires, d'accord, donc évidemment ça touche beaucoup moins un pays comme la France, mais ça reste quand même la deuxième cause de mortalité dans le monde. Et le cancer, vous le voyez, arrive en 3e position, donc avec un petit peu plus d'hommes, 13,4% des hommes qui décèdent des suites d'un cancer et 11,8% d'un cancer. 11,8% pour les femmes qui décèdent donc des suites d'un cancer. Et ensuite, vous voyez, on a les maladies respiratoires, donc les infections respiratoires, les maladies respiratoires, les accidents inintentionnels, hein, donc ça va être les accidents de la route notamment, et tout ce qui peut blesser une personne mais de façon accidentelle. On a ensuite les conditions périnatales, donc là c'est plutôt la mortalité infantile. Les maladies digestives, les blessures intentionnelles, donc là ça peut être les meurtres, mais ça peut être aussi les suicides, hein, c'est-à-dire le fait que les personnes se donnent la mort ou donnent la mort à d'autres personnes. Et enfin, dans les dernières positions, vous le voyez, donc les problèmes neuropsychiatriques, le diabète et alors les conditions maternelles, c'est en fait toutes les pathologies liées à l'accouchement. D'accord, ce qui explique pourquoi on n'a que des femmes, 1,9%, puisque évidemment les hommes n'accouchent pas, donc ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Alors, à votre avis, en France, ça se répartit à peu près comment? Quelles sont les principales causes de décès en France? Est-ce que vous avez une idée? Maladie cardiovasculaire. Alors, c'était vrai il y a 10 ans, mais ce n'est plus vrai. Non. La principale cause de décès en France? Les cancers du sein. C'est le cancer en général. Alors, c'est vrai que pendant un certain temps, ça a été que les femmes où le cancer était numéro 1 et pas pour les hommes, mais depuis une dizaine d'années maintenant, c'est le cancer, quel que soit le sexe, homme, femme. C'est effectivement la première cause de mortalité en France. La deuxième cause de mortalité en France, vous avez une idée? Comment? Accident de la route. Alors, accident de la route, c'est 3e position. Alors, vous n'étiez pas loin. Effectivement, alors c'est pas que accident de la route, hein. En 3e position c'est accident de la route, accident domestique, parce qu'en fait c'est aussi une cause assez... Enfin, ça rentre dans les accidents. Voilà, ce sont les maladies cardiovasculaires qui arrivent en 2e. Donc vous voyez que la France n'est pas tout à fait la même chose si on considère, on compare par rapport au monde, parce que notamment ce qui change finalement c'est les maladies infectieuses et parasitaires qui évidemment sont plutôt éradiquées en France. Alors comment ça se répartit dans le monde? Évidemment le nombre de personnes touchées par un cancer est énorme, hein, 11,4 millions dans le monde, donc en 2004 selon l'OMS. La répartition selon les continents, donc une proportion importante en Asie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde en Asie, hein, la Chine notamment, donc 4,4 millions. Ceci dit, un nombre aussi important en Europe avec 2,8 millions,
1,4 million en Amérique du Nord et un petit peu moins en Afrique, toute proportion gardée, avec 627 000 personnes touchées en Afrique. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un petit peu, à votre avis, pourquoi il y a un peu moins de monde, entre guillemets, en Afrique par rapport, si on compare à l'Asie, l'Europe ou l'Amérique du Nord? Au niveau de la pollution, monsieur? Alors la pollution atmosphérique, c'est pas la principale raison. Ça pourrait, on peut se dire en Afrique c'est un petit peu moins pollué, mais c'est en fait la pollution atmosphérique est un des facteurs liés au cancer, mais finalement est un facteur relativement peu. C'est pas le facteur principal si vous voulez. C'est le problème hygiène, non? Un problème d'hygiène? Pas directement non plus. L'alimentation? L'alimentation, non plus. Non plus. Pourquoi il y a moins de cancers, c'est ça? Oui, en fait la question c'est ça, il y a moins de cancers en Afrique. Ils décèdent plus jeunes, en fait ils n'ont pas le temps d'avoir un cancer, c'est un peu dit abruptement, mais effectivement c'est plutôt une maladie en fait de la personne plus âgée. Et donc en Afrique, effectivement, l'espérance de vie est beaucoup plus courte et beaucoup plus courte que dans les pays développés, et donc ce qui explique qu'il y en a moins. Alors ça c'est la première cause, mais il y a une autre cause. C'est moins. Les stats peut-être? Les statistiques sont... Les statistiques, alors, alors peut-être, mais on va dire que effectivement les registres du cancer en Afrique doivent être moins développés qu'en France, c'est sûr. Mais il y a une autre raison. C'est moins diagnostiqué, non? Il y a moins de... alors il y a moins de diagnostics, oui, ça c'est sûr qu'on fait moins de dépistage systématique, mais il y a aussi, je pense qu'il y a une autre raison. Je vous ai pas entendu, monsieur? Sous-développement? Le sous-développement, non. En fait, il y a une autre pathologie qui est plus fréquente et qui explique pourquoi finalement c'est le sida, effectivement. Par contre, en Afrique, on a le sida qui est malheureusement la maladie une des plus fréquentes et qui touche des sujets plus jeunes. Donc, comme on l'a déjà dit, ça touche plutôt des personnes un peu plus âgées. Donc, ils sont plutôt, ils vont décéder plutôt des suites du VIH. Alors, si on fait une projection dans le monde, vous voyez que malheureusement le cancer risque de rester numéro 1, puisqu'il va passer en fait en numéro 1, puisque c'est de 2005 jusqu'à 2030. Donc ça, c'est les projections dans le monde entier, et donc cancer et avec les maladies cardiovasculaires en deuxième. Donc, je ne vais pas faire le détail des autres pathologies, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, l'incidence des cancers en France, donc je vous le disais, c'est la première cause de mortalité. Au niveau du nombre de cas, donc, on estime en 2010 qu'il y a eu 357 700 nouveaux cas de cancer, tout confondu, qui se répartissent, vous le voyez, donc 203 100 hommes et 154 600 femmes. Donc c'est vrai que les femmes sont un petit peu moins touchées que les hommes en France. Alors c'est dû en particulier à un cancer. Est-ce que vous avez une idée de quel cancer? Alors on n'est pas loin, donc c'est effectivement lié au tabac. Donc c'est pas la gorge, il y en a un autre cancer qui est très lié au tabac. Cancer du poumon? C'est le cancer du poumon, effectivement. Le cancer du poumon, c'est un cancer qui est malheureusement assez fréquent et qui effectivement touche plus les hommes à l'heure actuelle parce que les hommes fument plus que les femmes, mais malheureusement les femmes sont en train de rattraper ce défaut. Alors égalité homme-femme, mais voilà, pas forcément toujours pour les bonnes causes, et malheureusement les femmes se mettent à autant fumer que les hommes. Et d'ici, et donc là on assiste déjà à une augmentation du cancer du poumon chez les femmes, mais d'ici 20 ans on va effectivement continuer cette augmentation, et donc l'écart risque de se réduire entre les hommes et les femmes. Donc ça je vous l'ai dit, première cause de mortalité, donc quand même 146 500 décès estimés en 2010. Et on a 4 cancers qui sont responsables de la moitié de tous les décès en France. Alors on fait pareil, un petit pronostic des cancers, c'est pas très gai que sinon je vous parle ce soir. Est-ce que vous avez une idée des cancers qui sont responsables de la moitié de tous les décès, et qui sont aussi les cancers les plus fréquents en fait? Cancer de côlon? On a le cancer du côlon, le cancer colorectal. On a le cancer du sein, effectivement. Comment? Leucémie, non, c'est pas. Même si c'est une leucémie, c'est un type de cancer qui se guérit assez bien. En fait, que ce soit chez les jeunes ou les personnes plus âgées, on a quand même des taux de survie assez importants, et donc du coup, on a un petit peu moins de décès. Le prostate, non? On a le cancer de la prostate, même si c'est pas un cancer qui est très péjoratif, du fait du nombre très important de personnes, ça fait partie des 4. Alors du coup, alors on a le sein, le côlon, la prostate,
Et le poumon. Et il nous reste le poumon, effectivement, le cancer du poumon qui est un cancer fréquent et là par contre très défavorable. Alors on a un petit cocorico, mais ça qui est peut-être pas très glorieux. On a une mortalité française par cancer chez les hommes qui est la plus élevée d'Europe et qui est surtout due qui est surtout due au tabagisme, puisque les Français ont une consommation tabagique qui est dans l'une des plus élevées d'Europe. Donc il y a des choses à faire. Alors si on regarde l'évolution de la mortalité, vous voyez que on a une flèche là ici, une évolution malheureusement un peu fulgurante du cancer du poumon. Hein, on voit bien donc là sur l'évolution de la mortalité entre 1950 aussi, ça correspond à la période où les gens se sont mis aussi beaucoup à fumer et toutes les catégories socio-professionnelles. Et donc on voit malheureusement une augmentation de ce cancer. On a donc ensuite une diminution assez importante du cancer de l'estomac. Alors est-ce que vous savez pourquoi un cancer de l'estomac a réduit de façon aussi significative donc, durant ces 50 Par rapport aux préventions dernières années. Alors c'est lié à la prévention, enfin c'est lié à un comportement, mais de façon un petit peu indirecte. Je ne suis pas sûre que je vous aide. Hein. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé dans quasiment toutes les familles françaises, au niveau notamment d'un équipement. Un réfrigérateur, tout à fait. Oui, c'est le fait que le réfrigérateur soit, c'est pas qu'il soit démocratisé, c'est qu'il soit développé tout simplement, et qu'on arrive mieux à conserver les aliments, ça a effectivement diminué les bactéries, etc., et qui donc a permis de diminuer de façon très importante le cancer d'estomac. C'est un cancer aussi qui est dû à l'alcool, donc il y a eu aussi, c'est-à-dire que la consommation d'alcool a évolué en France dans le sens où les personnes maintenant consomment moins tous les jours. D'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'ils consomment moins, par contre. Hein. Donc, il y a d'ailleurs une étude qui a confirmé, l'étude qui a été publiée il y a 3-4 mois par l'Institut Gustave Roussy, qui montre qu'une consommation d'alcool, même faible, augmente le risque de développer un cancer. Tout alcool, parce que pendant pas mal de temps, on se disait que le vin pouvait apporter, avec les antioxydants, était plutôt protecteur. Et en fait, on s'aperçoit que même le vin, c'est malheureusement pas, ça ne protège pas. Je ne pourra pas trop le dire aux viticulteurs ici, mais bon, voilà, c'est malheureusement le cas. Voilà, et après vous voyez les autres cancers qui sont en augmentation légère pour la mortalité, mais voilà, pas aussi important. Évidemment pour les femmes, on n'est pas sur le même tableau, puisque là vous voyez que c'est le cancer du sein qui a un peu augmenté, pas non plus en augmentation très importante. Et si on regarde le cancer du poumon il est ici, tout en bas. En fait, donc c'est la courbe noire. Donc pour l'instant, vous le voyez, là, parce qu'on s'arrête à 1990, et malheureusement, depuis, ça augmente. Le cancer de l'estomac aussi qui diminue, pareil, puisqu'il n'y a pas de raison que les femmes ne bénéficient pas du réfrigérateur, donc on a aussi une diminution. Cancer colorectal qui diminue un petit peu. On a aussi le cancer du col de l'utérus qui diminue. Là, c'est parce que les femmes se font mieux suivre par leur gynécologue. Entre 1950 évidemment et maintenant, les mêmes pratiques et les mêmes suivis. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le cancer peut être imputé à peu près pour la moitié à des facteurs de risque liés à notre comportement. C'est-à-dire qu'on a le tabac, on en a parlé tout à l'heure, alors je vais faire une petite liste. On a bien sûr les habitudes alimentaires, donc une alimentation riche en calories d'origine graisseuse, alors en particulier graisse animale, va favoriser l'apparition de certains cancers, notamment le cancer du sein, le cancer du côlon, de l'endomètre et de la prostate. Alors on s'en est aperçu avec, par exemple, une constatation qui avait été faite que les femmes japonaises avaient beaucoup moins de cancer du sein que les femmes américaines ou que les femmes européennes. Donc au départ on s'est dit, bon, c'est peut-être une question de gènes, des choses différentes. Et on s'est aperçu que les femmes japonaises qui ensuite allaient vivre aux États-Unis, une fois qu'elles étaient bien installées, depuis plusieurs années aux États-Unis, elles avaient exactement le même risque de développer un cancer du sein que les femmes américaines. Et en fait, c'était uniquement dû à l'alimentation, c'est-à-dire qu'au Japon, on mange plutôt des sushis, et donc en tout cas du poisson et très peu de graisse, c'est une alimentation qui est pauvre en graisse, alors qu'aux États-Unis, malheureusement, on est avec une alimentation très riche en graisse. Et ces femmes japonaises, elles s'étaient mises à manger comme les femmes américaines, et donc malheureusement,
leur risque de cancer était devenu similaire. Alors l'obésité, bien sûr, est également un facteur de risque. Bon, le tabagisme, ça on l'a vu, hein, le cancer du poumon est en grande majorité dû au tabagisme. On a également la consommation d'alcool, qui est un facteur de risque, je le disais tout à l'heure. Alors, la grossesse et l'allaitement, ce n'est pas un facteur de risque, c'est plutôt un facteur qui protège. C'est-à-dire que pour les femmes, le fait d'avoir un enfant avant l'âge de 30 ans protège par rapport au cancer du sein. On a un risque moins élevé de cancer du sein, et le fait d'allaiter aussi, c'est un facteur protecteur. L'exposition au soleil, alors là en fait il faut en même temps une petite exposition du soleil puisque ça favorise la vitamine D, donc ça c'est plutôt un facteur protecteur. Mais pour synthétiser la vitamine D, 10 minutes suffisent par jour d'exposition au soleil. Évidemment, l'exposition prolongée au soleil là, est un facteur de risque important, et en particulier chez les jeunes enfants. C'est le nombre de coups de soleil qu'on a pris au cours de son enfance qui va être un facteur de risque pour le développement de mélanome ou de cancer de la peau. Donc, ouais. Bon, donc ça c'est les facteurs de risque comportementaux et on estime à peu près à la moitié. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir est-ce que le stress, et on a des vies plus ou moins stressantes tous, est-ce que ça peut favoriser l'apparition d'un cancer? Alors, il y a eu différents courants de recherche théorique, je vais passer assez vite sur les courants théoriques, mais en gros, on a un courant environnemental avec les travaux de Selye. Selye est le premier, en fait, chercheur à avoir parlé du terme de stress. Donc pour lui, le stress, c'était, donc c'est un biologiste, hein, Selye, donc il a vu le stress comme étant une réponse de l'organisme face à une agression. Et l'idée était que l'organisme essayait de redevenir à un niveau normal, donc de maintenir l'homéostasie. D'accord? Donc ça, effectivement, on est tout à fait dans ces schémas-là des années 30, 50. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on est confronté à un stresseur, donc ça peut être la variation de température, mais ça peut être aussi des événements de vie stressants. Donc après, lui, il a fait des expériences chez les animaux, il les a soumis à différents événements stressants, la chaleur, il leur a soumis à des virus, il leur a inoculé des virus pour voir ce que ça faisait. Donc, en gros, lorsqu'on est soumis à un stress ou un stresseur, on va avoir une réaction de stress. Alors ça peut être une réaction biologique, c'est-à-dire qu'on va libérer des hormones pour effectivement essayer à ce que notre organisme mobilise des défenses pour essayer de faire face à ce stresseur. Ça va dépendre, bien entendu, du type de stresseur. Et donc, il a développé un modèle en 3 phases. Donc ça, c'était un modèle pour expliquer l'apparition d'une maladie. Et donc, plus on va être soumis à une situation de stress, donc ça va être, par exemple, la première phase qui est la réaction d'alarme. C'est-à-dire que, vous voyez, on a l'homéostasie, c'est symbolisé par la ligne horizontale. Donc ça, c'est notre niveau de résistance normal, comme on est aujourd'hui, ça va plutôt bien. Donc c'est notre niveau de résistance normale. Si on est soumis à un stresseur, le virus de la grippe par exemple, c'est un petit peu passé là, mais bon, imaginons qu'on soit soumis à ce virus, notre organisme va avoir une réaction d'alarme, c'est-à-dire que là vous voyez son niveau de résistance, il va diminuer, et c'est donc pendant cette phase qu'il va essayer donc de charger entre guillemets ses batteries pour affronter donc soit le virus, soit pour essayer de ne pas avoir froid, etc. Ça va dépendre du type de stresseur. Et donc, le niveau de résistance, vous voyez, va passer au-dessus du niveau de résistance normale. C'est-à-dire que là, il est en phase où l'organisme essaie de résister. Et l'hypothèse que fait Selye, c'est que donc, pendant cette deuxième phase, qu'il appelle la phase de résistance, si le stresseur persiste, c'est-à-dire que si on est toujours confronté au virus de la grippe ou toujours confronté à un événement de vie particulièrement stressant, eh bien l'organisme va s'épuiser et donc on a notre niveau de résistance normale qui, vous le voyez, va passer en dessous, donc la ligne chute, et c'est à partir de là qu'on devient malade. D'accord? Donc là, c'est son modèle théorique. Alors, il l'a testé, je vous disais, chez les animaux. Des psychologues ont aussi essayé donc, de tester ce modèle et ont créé, par exemple, ici en 1967, Holmes et Rahe, ont créé ce qu'ils appellent une échelle d'évaluation de réajustement social. C'est un bien grand mot pour dire en fait qu'ils ont essayé de classer tout un nombre d'événements de vie. Alors il y en a beaucoup plus que ce qui est sur la diapo, il y en a 50 en fait événements de vie. Et vous le voyez, à chaque événement de vie, ils vont donner une valeur. C'est-à-dire par exemple, ce qu'ils ont considéré comme étant l'événement de vie le plus stressant, c'est le décès du conjoint. Et donc,
donne à cet événement la valeur de 100. Le deuxième événement, c'est le divorce avec une valeur de 73. Alors, on est en 1967, hein, je ne suis pas sûre que maintenant ça soit si élevé que ça comme chiffre. La séparation conjugale 65, la période de prison 63, le décès d'un parent proche 63, etc., etc. Et ce que disent Holmes et Rae, c'est que si on atteint une valeur qui excède 300, c'est quasi sûr que dans l'année, on va développer une pathologie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous fait réagir. Oui, allez-y. Non, ça ne vous fait pas réagir. Non, si, qu'est-ce que vous pensez du fait que on puisse... Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on puisse attribuer une valeur à un événement de vie? Chaque personne est différente aussi. Donc, pour certains, ça va être ça, pour d'autres, non, pour d'autres, non. Voilà, chaque personne est différente, et c'est vrai, effectivement, ce qui a été... Ouais. On n'est pas du tout sûr, même si, évidemment, on peut supposer que pour la plupart des gens, la décès du conjoint, ça soit effectivement le niveau le plus élevé. Mais est-ce que ça vaut 100? Est-ce que c'est vraiment le plus stressant? Est-ce que aller en prison, c'est quand même pas non plus des plus charmants? Donc, est-ce que ça serait pas plutôt celui-là qui serait à 100 et le décès du conjoint un petit peu moins? Voilà. Donc c'est vrai que ce qui a été fortement critiqué dans ces travaux, et notamment les travaux de Holmes et Rae, c'est qu'on puisse quantifier comme ça de façon objective, même si ça partait d'une bonne idée hein, au départ, mais du coup d'avoir complètement oublié le fait que le sujet il n'est pas complètement passif par rapport à ce qu'il vit. Il va bien sûr avoir une réaction et on ne va pas tous avoir la même réaction. Et c'est pas sûr que c'est pas parce qu'on obtient le chiffre de 300 qu'on va aussi forcément tomber malade. On va s'adapter, on va mettre en place un certain nombre de choses pour supporter ces événements de vie et fort heureusement on ne va pas tous développer une maladie. D'accord, donc ça, ce modèle théorique qui est encore, ceci dit, très ancré, c'est un modèle, ce qu'on appelle un modèle biomédical, hein, c'est-à-dire que pour expliquer les maladies, on est quand même toujours sur ces modèles où on a des virus, on a des éléments perturbateurs et l'organisme essaie de faire face, et ensuite, donc ça peut conduire à une maladie. Mais vous le voyez que le transposer à un stress psychologique, c'est un petit peu plus contestable, parce qu'effectivement, il faut prendre en compte la façon dont réagit la personne. Donc, si on revient au cancer, effectivement, un certain nombre de chercheurs, partant de ce modèle théorique développé par Sellier, se sont posé la question de savoir est-ce que des personnes qui ont vécu des événements de vie importants, est-ce que ça pouvait être lié au cancer? D'autant plus, comme j'ai marqué sur la diapositive, on avait des témoignages, des récits de médecins qui donc, racontaient que d'après eux, beaucoup de patients faisaient, en tout cas expliquaient leur cancer et il leur semblait qu'ils vivaient des événements particulièrement stressants. Donc dès le 18e, 19e siècle, on a émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir une relation entre les événements de vie stressants et le cancer. Alors j'ai mis qu'en est-il aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui on ne fait pas forcément ces observations-là, mais est-ce qu'on a des études qui vont confirmer ou pas cette hypothèse? Alors je ne sais pas si on voit grand-chose, mais c'est pas très grave, parce que c'est simplement pour vous oublier ce tableau, c'est en anglais, puis en plus on ne voit rien, mais c'est une revue, c'est alors ce qu'on appelle une méta-analyse qui a été, vous regardez juste l'année ici, j'arrive pas à le montrer, mais Santos et ses collaborateurs en 2009, ils ont repris, ça ce sont les études qui ont été faites. Ils ont fait alors ce qu'on appelle une méta-analyse, alors ils ont repris l'ensemble des études qui ont essayé de traiter la question, et ils ont analysé l'ensemble de ces données comme si c'était une seule et même étude. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a 2, 4, 6, il y a 8 études qui, vous le voyez, qui ont été menées dans différents pays, différentes années, au Danemark, en Norvège, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, en Suède, en Finlande, et avec des nombres importants de sujets, puisque ça va de 1782 jusqu'à des études qui ont plus de 10 000 sujets, etc. Donc c'est vraiment des très 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 grosses études ce qu'on appelle des études épidémiologiques, c'est-à-dire on va suivre des cohortes de sujets et on va noter au fur et à mesure les événements qui leur apparaissent et on regarde si ces personnes-là développent ou pas un cancer. Donc, le type de stress qu'ils ont mesuré, alors par exemple, dans les 2 premières études, ils ont mesuré si les personnes avaient divorcé, si elles étaient veuves. La 3e étude mesurait les événements de vie, un petit peu en général.
ce qui est le cas aussi des 4 suivantes. Donc, tous les événements de vie stressants, ils ont noté au fur et à mesure les événements de vie stressants. Et la dernière est aussi sur le divorce et le veuvage. Alors, qu'est-ce qu'il conclut de cette méta-analyse? En fait, il conclut que les études globalement ne montrent pas de lien entre les événements de vie stressants et le cancer. Et il confirme les résultats de 2 méta-analyses qui avaient déjà été faites, donc une publiée en 1999 et une publiée en 2003, qui là aussi ne trouvaient pas de lien entre les événements de vie stressants et le cancer. Donc finalement, on a été assez surpris de ces résultats, puisque quand effectivement on interroge les patients, très souvent les personnes expliquent leur maladie ou disent que c'était après un problème au travail, etc. Et donc font ce lien entre stress et cancer. Alors à votre avis, pourquoi du coup, quand on écoute les patients, on a plutôt ce discours-là, et quand on suit des cohortes et des cohortes de sujets, donc pendant un très 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 grand nombre, on ne trouve pas de lien entre les deux? Est-ce que vous avez une idée? C'est peut-être pas une question facile que je pose. Non. Elle se donne une raison. Voilà, tout à fait. Elle se donne une raison. C'est-à-dire que les observations que faisaient les médecins, c'était chez des personnes qui avaient déjà la maladie, donc qui savaient qu'elles étaient malades. Et c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas forcément facile à expliquer, et on a toujours besoin de donner un sens à sa maladie. C'est pourquoi ça m'arrive à moi aujourd'hui, alors que dans la plupart des cas, les personnes se sentaient en bonne santé. Donc je me dis au départ, on vit très bien avec un cancer, et puis il se trouve qu'on a ce diagnostic, donc on a un petit peu un coup de massue sur la tête au moment de l'annonce, et donc effectivement on a besoin de donner une explication. Et donc c'est une rationalisation qui se fait a posteriori, où on se dit, bah oui, j'ai eu cette maladie, j'ai cette maladie, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie auparavant, et donc on donne du sens, on donne du lien entre les événements de vie stressants et la pathologie. Donc c'est pour ça que c'est aussi répandu aussi dans le sens courant qu'il y ait un lien entre événements de vie et cancer. Mais quand on fait des études de cohorte, où on suit des gens pendant des années, et qu'on regarde ceux qui ont eu ces événements de vie stressants, s'ils développent un cancer ou s'ils ne développent pas, on trouve en fait aucune différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de gens qui développent un cancer parce qu'ils ont eu des événements de vie stressants que ceux qui ont eu des événements de vie stressants. Il y en a plein qui ne développent pas de cancer. Au fond, il faut trouver toujours un beau commissaire. Voilà, il faut trouver, exactement. Comme l'enfer, c'est les autres, il faut trouver l'enfer. Ouais. Et c'est vrai que les événements de vie stressants, ça permet aussi d'externaliser, c'est-à-dire de ne pas aussi culpabiliser, de se dire ah bah, c'est peut-être parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas mangé ou que j'ai trop fumé, etc. Et donc on a, avec les événements de vie, de dire que c'est le stress, c'est aussi une façon d'extérioriser. Alors après, ça dépend comment c'est aussi expliqué, parce que ça peut aussi être que c'est parce que j'ai pas su gérer mon stress que du coup je suis malade. Il peut y avoir aussi les deux formes. Mais la plupart des gens, c'est plutôt ils cherchent à externaliser. C'est-à-dire, comme vous dites, on cherche un bouc émissaire et voilà. Encore dans ce cas-là, c'est mieux, parce que quand même la pulsion de mort, ça arrive à l'extérieur. Ça veut dire ça va retourner à l'intérieur du sujet. Oui, voilà. Donc c'est effectivement, dans ce sens-là, c'est plutôt protecteur. Alors après, on s'est posé la question du rôle de la dépression. Le stress, la dépression, donc là, j'ai essayé de voir un petit peu les études qui ont été au-delà du stress, vraiment comme c'est lié, c'est-à-dire on essaie de voir les événements de vie stressants, c'est-à-dire donc de voir comment certains événements, pas certains événements, mais plutôt certaines humeurs, et en particulier l'humeur dépressive, pouvaient être liées au cancer. Donc là, on a des résultats un petit peu contradictoires dans la littérature, puisqu'on a 6 études qui trouvent que la dépression prédit l'apparition d'un cancer. Je ne vais pas les détailler, mais c'était pareil, des suivis de cohorte. On regarde les gens qui ont été déprimés, s'ils développent plus ou pas de cancer. Donc là, dans 6 études, on trouve que les gens qui ont eu une dépression ont effectivement plus de cancer. Mais en même temps, on a 5 études qui trouvent aucune association. C'est 5 études qui disent, bah non, nous, si on regarde les 2 groupes, les dépressifs, les pas dépressifs, on ne trouve pas qu'il y ait plus de sujets qui ont le cancer chez les dépressifs. Donc du coup, on a fait des méta-analyses, c'est-à-dire on reprend toutes les études, on refait des analyses statistiques, et vous le voyez que 2 méta-analyses qui ont été publiées en 1994 et en 2007 sont toutes les 2 arrivées à la conclusion qu'on avait
une association, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un risque relatif un petit peu plus élevé chez les personnes déprimées de développer un cancer, mais que cette relation était faible. C'est-à-dire que c'est un facteur parmi d'autres, et que, donc évidemment, c'est pas parce qu'on a eu une dépression qu'on va forcément développer un cancer. Donc il y a un petit lien, ce qui n'avait pas été trouvé, par exemple, pour les événements de vie. Alors pourquoi ça? On va essayer de répondre à ça. Alors ceci dit, il y a quand même une étude, je vous l'ai mise parce qu'elle me paraissait intéressante, qui a été publiée là en 2011. Donc ils ont comparé, donc vous voyez, des sujets dépressifs et des sujets non dépressifs. Et dans le groupe des sujets dépressifs, on a 61 personnes qui ont développé un cancer, donc ça fait 7,8%. Et chez les non dépressifs, on a 212 personnes qui ont développé un cancer, ce qui fait donc un pourcentage de 5,5%. Et si on compare donc le groupe de sujets, le groupe de patients qui est déprimé versus ceux qui ne sont pas déprimés, on a effectivement un risque relatif un petit peu plus élevé de développer un cancer. Donc ce qui confirme ce que disait finalement cette méta-analyse, enfin ces méta-analyses. Alors les pistes explicatives, j'ai mis plein d'autres points d'interrogation parce qu'en fait on ne sait pas très bien. Est-ce que le fait d'être déprimé du coup favoriserait l'initiation, à la phase d'initiation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que effectivement ça amènerait à ce qu'il y ait plus de lésions de l'ADN, mais point d'interrogation, parce qu'en fait, on ne sait pas encore répondre à cette question-là. Est-ce que, ça c'est une hypothèse aussi qui est assez fortement étudiée, qui est, est-ce que quand on est déprimé, on a notre système immunitaire qui diminue? Donc notre système immunitaire, la plupart du temps, il détruit les cellules anormales comme des cellules qui ont des lésions, comme les cellules cancéreuses. Donc, est-ce que l'activité du système immunitaire est moins importante et donc ce qui effectivement, du coup, il ferait moins bien son travail, il laisserait passer un petit peu plus de cellules cancéreuses. Et enfin, troisième piste explicative, est-ce que la dépression ne serait pas un élément plus global d'une personnalité à risque de développer un cancer? Donc, je vais essayer de m'attacher à la troisième piste explicative, puisque là, malheureusement, je ne suis pas biologiste, donc je vais avoir un petit peu plus de mal à répondre sur les deux questions. Et en plus, pour l'instant, elles ne sont pas vraiment, on n'a pas encore véritablement de preuves sur ces deux hypothèses. Un petit peu plus sur la deuxième. Donc, une personnalité à risque de développer un cancer, là aussi, c'est une hypothèse qui n'est pas nouvelle, j'en parlais tout à l'heure. Hippocrate déjà décrivait des femmes mélancoliques qui avaient plus de risques de développer un cancer, donc ce n'est pas une idée récente. Ça a été repris, vous le voyez, dans les années 80, et on a décrit un type de personnalité qu'on a appelé le type C, qui serait un type de personnalité qui prédisposerait au développement d'un cancer. C'est-à-dire que il y aurait certaines caractéristiques psychologiques qui favoriseraient le développement d'un cancer. Donc ça, c'est l'hypothèse qui avait été émise en 1980. Et donc un certain nombre d'études ont été faites, dont la plus connue, que je vais détailler un petit peu, qui est l'étude de Grossart-Matisek et Zinck, qui est une étude assez importante, puisque vous le voyez, elle a démarré en 1965. Ces chercheurs ont interviewé 1353 sujets qui vivaient dans une petite ville, la ville de Srebrenica en Yougoslavie. À l'époque, c'était encore la Yougoslavie. Et ils ont fait un questionnaire donc, pour évaluer cette fameuse personnalité. Donc 88 questions qui étaient surtout sur le niveau de stress psychologique, donc vous voyez qu'on y revient, et les relations interpersonnelles, c'est-à-dire quelle était la qualité des relations de ces personnes, et notamment est-ce qu'elles avaient une relation très dépendante à l'autre, ou moins dépendante. C'était surtout ces aspects-là qui avaient été évalués. Voilà, et donc à partir des réponses des sujets, vous le voyez, Grossart-Matisek dit sur ces 1353 personnes, je pense qu'il va y en avoir 38 qui vont développer un cancer. D'accord ? Donc ce qui était assez ambitieux de sa part, on essayait de prédire. Et ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est que lorsqu'ils ont collecté les données médicales 10 ans après, ils trouvent qu'effectivement, il y en a 37 sur 38 qui ont effectivement développé un cancer pendant ces 10 années. Donc, alors, ça a fait du bruit dans la littérature scientifique, c'est pas arrivé forcément aux médias plus généralistes, mais voilà, c'était quand même un résultat
extraordinaire, puisqu'on avait un pourcentage de prédiction correcte de 97,3%, ce qui est, les médecins aimeraient bien arriver à ce type de résultats. Voilà donc les résultats qu'ils ont obtenus. Alors en fait, il y avait plusieurs types de personnalités. Le type 1, c'est le type C, d'accord, donc qui prédisposerait au développement d'un cancer. Donc vous allez enfoncer donc, les sujets qui sont décédés des suites d'un cancer. Le type 2, qui serait plutôt un type de personnalité qui prédisposerait à des maladies cardiovasculaires. Et le type 3 et type 4, c'est plutôt des sujets, des types de personnalités saines, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas particulièrement de pathologie. Alors, quel est le point commun de ces personnes au niveau de leur personnalité? Ce que décrivent Grosser-Matisek et les Zinc, c'est que ce sont des personnes qui ont plutôt tendance à garder pour elles leurs émotions, à être, alors ils disent, ce sont des personnes qui sont complaisantes avec les autorités, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller à l'encontre des autorités, qui vont plutôt suivre ce qui se passe, et c'est plutôt des personnes qui sont en général d'accord avec les autres, d'accord? Donc c'est dans ce sens-là, hein, qui sont complaisantes, etc., donc qui finalement font peu de vagues. Ce qui n'est pas du tout le cas du type A, qui est donc le type de personnalité qui prédispose aux maladies cardiovasculaires, qui est appelé le type 2, où là on a plutôt des sujets qui sont très impulsifs, qui sont dans un esprit de compétition, qui sont toujours pressés par le temps, etc. Et donc ce type de personnalité serait plutôt à risque pour développer des maladies cardiovasculaires. Bon, alors vous imaginez bien que ça a été critiqué parce que c'était tellement extraordinaire et tellement incroyable comme résultat que la communauté scientifique a demandé un petit peu plus de détails sur cette étude. Malheureusement, Grosser-Matisek et les Zinc n'ont jamais voulu transmettre leurs données. Alors, normalement, vous savez, quand on est chercheur, on est censé garder tous les protocoles de recherche pendant au moins 10 ans, 15 ans, et que si jamais on a d'autres chercheurs qui veulent voir nos données, on est effectivement soumis, on doit donner ces données. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, commencer à mettre quand même quelques puces à l'oreille de certains chercheurs. Et ce qui a été aussi critiqué, alors ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire qu'ils n'ont d'une part pas publié à l'avance leurs prédictions, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait une fois qu'ils avaient déjà, qu'ils savaient en fait, hein, lesquels avaient développé un cancer. Donc déjà, il y avait un problème. Et puis, il y a, donc c'est ce que j'ai marqué, les prédictions de l'étude n'ont été publiées qu'une fois les données médicales recueillies. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le médecin qui collectait les données médicales connaissait les caractéristiques psychologiques. Donc là, effectivement, c'est moins joli au niveau méthodologique parce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'a pas influencé. Alors pas forcément les données médicales, mais les données psychologiques, c'est plus facile à modifier que s'ils ont eu un cancer ou pas, ça évidemment, il faut pas trop modifier. Voilà, et donc évidemment, tout le monde a trouvé ça très surprenant de prédire avec exactitude plus de 90% des décès dans le futur. Donc Fox a dit c'était tout simplement incroyable, trop beau pour être vrai. Et dernier petit point qui a fini de jeter un doute, c'est qu'on avait dans cette étude très peu de sujets qui ont refusé de participer à la recherche. Normalement, vous savez, quand on fait des études comme ça, la plupart du temps, on n'a que 40% des gens qui veulent bien participer. Alors que là, il y avait 90% des gens qui ont bien voulu participer. Donc voilà, ça faisait plein de petits points qui ont conduit donc d'autres chercheurs à se poser la question, est-ce qu'il existe vraiment ce type C? Est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a une personnalité à risque de développer un cancer? Donc, il y a eu plein d'autres études qui ont été faites. Là, je vais peut-être aller un peu plus vite parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque étude, mais des études très fiables sur le plan méthodologique. Vous voyez par exemple cette étude de Bleicher et ses collaborateurs qui a donc envoyé un questionnaire de personnalité à plus de 28 000 femmes qui faisaient donc un programme de dépistage pour un cancer du sein pour essayer de voir donc si les femmes pour qui on dépiste un cancer, est-ce qu'effectivement elles ont des caractéristiques psychologiques proches du type C ou pas du tout. Donc voilà, il y en a eu 9705 femmes qui ont retourné le questionnaire. Donc là, effectivement, on est beaucoup plus proche du taux de réponse qu'on observe actuellement dans une enquête. 34%. 5 minutes, ouh là là. Je ne sais plus combien il y a de réponses, mais c'est pas grave. Et 131, donc, pour qui le dépistage a révélé la présence d'un cancer. Donc là, effectivement, on est beaucoup plus proche de ce à quoi on s'attend. Alors, quels ont été les résultats? En fait, on a des résultats beaucoup moins impressionnants que ceux de Grosser-Matisek, puisque finalement, il n'y avait que 3 variables qui ont été associées à un risque relatif de développer un cancer. Le fait d'avoir un membre de premier degré de sa famille elle-même atteint d'un cancer du sein, donc avec un risque relatif de 4, c'est-à-dire il y a 4 fois plus de risque pour cette personne de développer un cancer.
Donc ça, c'est des données effectivement qu'on connaît bien. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant avant l'âge de 30 ans, j'en parlais un peu tout à l'heure. Donc effectivement, ça aussi, ça augmente, ça multiplie par 2,6 le risque. Et on a quand même une dimension psychologique, c'est-à-dire une variable qui ressort du questionnaire de Brossard-Matisek, mais uniquement une seule variable, qui est le fait que ce sont des sujets qui ont plutôt tendance à garder pour elles leurs émotions. Et effectivement, on a un petit risque relatif, un petit peu plus élevé, mais il n'est que de 1,19%, ce qui est un risque en fait plutôt faible, si on compare par rapport aux autres. Mais ça reste un petit risque, comme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la dépression. La dépression, ça augmente un petit peu le risque. Et bien, ça serait un petit peu la même chose ici pour la répression des émotions. Bon, je vais passer sur les autres études, mais qui vont dans le même sens. Alors, il y a donc la deuxième grande approche par rapport au stress. La première, donc, c'est celle de Sellier. D'accord, on essaie de voir si un stresseur prédit la réponse de stress. Donc, c'est ce que vous avez en bas. Et à l'heure actuelle, on est beaucoup plus sur ce qui se passe dans la flèche. C'est-à-dire, l'idée est que les personnes vont réagir. Et donc, on va s'intéresser à différents processus. C'est-à-dire, alors là, c'est un mot un peu barbare, mais pour dire que les personnes ont bien sûr des émotions. Lorsqu'on est soumis à une situation stressante, on ne réagit pas de la même façon sur le plan émotionnel. On ne perçoit pas non plus cette situation de la même façon. Donc, processus émotionnel, on ne réagit pas de la même façon au niveau des émotions. On ne perçoit pas de la même façon, c'est les processus perceptifs ou cognitifs. Et on ne fait pas tous la même chose, ce sont les processus comportementaux. D'accord? Donc, la façon dont on fait face au stress, eh bien, ça va venir influencer la relation entre les stresseurs et la réaction de stress. Et donc c'est vrai qu'actuellement en psychologie on travaille beaucoup sur ces variables-là, c'est-à-dire finalement c'est pas forcément le stress, la quantité de stress, mais c'est vraiment la perception que l'on a de ce niveau de stress, et comment la dépression et la répression des émotions du coup peuvent expliquer en partie l'apparition du cancer. Alors je pense qu'il me reste quand même un certain nombre de diapositives, alors je le garderai pour une prochaine conférence, parce que je pense que je vous ai déjà délivré pas mal d'informations et comme ça on peut un petit peu discuter ensemble sur ces résultats parfois surprenants. Donc je suis à votre disposition.